présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Donc bonjour Gilles, bonjour Harlem Désir, bienvenue sur nos deux antennes, nous sommes ravis de vous accueillir. Bonjour. Pour aborder le contexte politique. Alors vous savez que le président est parti en Afghanistan cette nuit. Alors évidemment il y a déjà des gens qui ironisent en avion après l'épisode de Bruxelles. Est-ce que vous considérez finalement que ce concept de président normal est assez opérant parce qu'on commence un peu à s'en moquer? Bon, d'abord, ce déplacement en Afghanistan pour rendre visite à nos troupes. Un sujet sérieux. Oui, c'est le signe à la fois qu'il y a la fermeté dans le respect d'un engagement qui a été réaffirmé au sommet de l'OTAN à Chicago. Nous retirons nos troupes d'ici à la fin de l'année. Et en même temps, il y a le soutien justement à ces hommes qui ont exposé leur vie pour le service de la nation parce qu'ils ont répondu à une demande du pouvoir politique et pour leur dire qu'évidemment le voyage obligatoire est nécessaire. Oui, c'était une marque de respect, de considération et de soutien vis-à-vis des forces armées. Il pourrait être plus précis sur le calendrier du retrait des troupes. Il pourrait peut-être dire des choses sur place aux troupes combattantes. François Hollande a été extrêmement précis dans la rencontre avec nos alliés à l'OTAN en disant que cet engagement qu'il avait pris devant les Français n'était pas négociable et donc nous ne participerions plus aux opérations combattantes et en même temps que les délais nécessaires à protéger nos troupes qui feraient l'évacuation du matériel seraient de quelques mois probablement. Mais j'en reviens à la question préalable, mais qui concerne le style, parce qu'on va parler évidemment des questions économiques et sociales, des législatives, vous êtes là pour ça ce matin et c'est important, et puis les questions politiques, mais c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui commencent à se dire, est-ce que fondamentalement on va se demander si cette logique qui était un bon argument de campagne du président normal par rapport au président sortant, est-ce que c'est encore une logique qui est vraiment nécessaire aujourd'hui ? Mais je crois que les Français apprécient depuis le 6 mai ce président citoyen qui est proche d'eux, proche de leurs idées, proche de leurs préoccupations, qui doit à la fois respecter les contraintes de sécurité, mais en même temps essaye de garder le contact, sachant que des temps difficiles sont devant nous, parce que nous héritons d'une situation de désastre industriel, de surendettement, de mauvaise gestion de nos finances publiques, avec énormément de dossiers difficiles à gérer dans l'urgence, la prochaine rentrée scolaire par exemple. Donc il fallait le faire. Mais il veut rester proche, il veut rester accessible, et je crois qu'il veut aussi qu'il y ait à la fois la dignité de la fonction, mais une certaine simplicité, une certaine sobriété dans la vie quotidienne de l'État. Voilà. Il l'a montré en allant à Bruxelles, par exemple, avec le train. Ouais. C'est vrai que ça coûte quand même 10 fois moins cher que d'utiliser les moyens aériens. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours possible. Mais aux alentours de 5 000 euros l'aller-retour, alors que c'est aux alentours de 50 60 000 euros avec les avions. Mais est-ce qu'il y a une vraie nécessité dans le contexte économique et social dont on va parler avec Gilles, est-ce qu'il y a une vraie nécessité de se comporter comme ça? Est-ce que c'est pas simplement un gadget ou de la com, comme on dit? Je crois que l'exemple doit toujours venir d'en haut et que dans une période où l'on sait qu'il y aura des efforts à faire, où ils vont être demandés à tout le monde, où il faut redresser le pays, mais où il faut le faire en même temps dans la justice, eh bien il a voulu, avec la baisse de la rémunération de 30% à la fois du Premier ministre, du Président de la République, mais aussi de tous les membres du gouvernement, avec la demande au ministre de prendre des moyens de déplacement qui sont plutôt le train que l'avion quand c'est possible, en étant sobre lui-même dans le fonctionnement de l'État, même si évidemment pour aller en Afghanistan, il faut prendre des moyens adaptés, il a voulu indiquer un nouveau style de pouvoir. Gilles Leclerc. Dans l'optique de la session parlementaire qui va s'ouvrir au mois de juillet, session extraordinaire, est-ce que vous allez pouvoir d'abord honorer toutes les promesses vraiment pour la rentrée, compte tenu de la situation des comptes publics? Et est-ce que vous allez, par exemple, on parle ce matin sur l'ISF, est-ce que par exemple une taxe exceptionnelle est à l'étude? Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça ce matin, en dehors du fait que les contribuables soumis à l'ISF vont faire là le 15 juin déjà leur premier chèque? Est-ce qu'il y en aura peut-être un deuxième? Tous les engagements qui ont été pris l'ont été à partir de financements qui étaient prévus, annoncés, et donc ces engagements seront tenus. Par exemple, pour la prochaine rentrée scolaire, déjà remettre, vous l'avez vu, Vincent Feillon l'a confirmé, 1 millier de postes d'enseignants et de personnel devant les élèves en plus, remettre un début de formation des maîtres, même si il faudra attendre la fin de l'année pour que progressivement, il y ait eu à peu près 4000 postes de plus créés dans les écoles, et ensuite on ira, vous le savez, vers ces 60 000 postes de recréés, notamment dans les réseaux d'aide aux élèves en difficulté. Évidemment que ça va demander, on l'avait annoncé, que les revenus les plus élevés soient mis à contribution, donc le barème de l'impôt de solidarité sur la fortune sera remis à d'efforts que prévu?
il n'y a pas de raison de prévoir les plus d'efforts, mais tous les efforts qui étaient prévus. Le bouclier fiscal va réellement être supprimé. Les niches fiscales vont être plafonnées et supprimées quand elles sont inutiles, et celles qui seront conservées plafonnées à 10 000 euros. Les patrimoines les plus élevés seront mis évidemment à contribution. Non, mais là, ce matin, dans les Échos, on parle d'une contribution exceptionnelle parce que justement, le système, il consisterait simplement à augmenter le barème de l'ISF. Visiblement, à Bercy, ça leur pose des problèmes qui sont compliqués. Donc, ça va être effectivement, comme dit, une taxe exceptionnelle. Dès que la loi sera votée, pang. J'ai pas d'informations pour vous permettre de confirmer cela, mais il y aura une session parlementaire. Et donc, de toute façon, le gouvernement fera des propositions. Elles seront débattues devant les Français à l'Assemblée nationale et au Sénat avant d'être arrêtées pendant l'été. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être que c'est la logique de gauche, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une disproportion entre l'augmentation fondamentalement de la pression fiscale sur l'ISF et les besoins du pays qui sont considérables en matière économique? On voit bien par exemple ce matin, on parle d'un coup de pouce modéré au SMIC dans le Parisien, des plans sociaux dans Libération, finalement faire payer symboliquement encore une fois les riches pour essayer de régler tous ces problèmes. Est-ce que c'est pas tout simplement vain? Dans la politique du gouvernement, vous avez évoqué la situation des plans sociaux, la casse industrielle que le gouvernement précédent a laissé. On voit les dossiers qui se sont accumulés. La note de la délégation interministérielle aux restructurations industrielles qui a été remise à Arnaud Montebourg montre l'état d'abandon industriel dans lequel le ministre précédent, M. Besson, avait laissé ces dossiers. Donc il y a une volonté d'abord de répondre à une urgence. Et puis il y a une politique pour qu'à moyen et à long terme, on remette de l'essence dans l'outil productif, dans la machine industrielle française, avec la Banque publique d'investissement, avec l'aide aux PME qui auront une fiscalité moins forte, avec des investissements qu'il faudra aussi appuyer sur le plan européen, d'où la bataille qu'a menée François Hollande, à la fois au Conseil européen et auparavant au G8, pour que la croissance soit désormais au cœur du débat européen et au cœur de la relation franco-allemande. Donc il n'y a pas une politique punitive vis-à-vis de telle ou telle catégorie, mais une politique de justice et en même temps d'investissement dans l'avenir. C'est cela le contraste avec la politique qui a été menée auparavant. À propos des dirigeants et des rémunérations des dirigeants dans les entreprises, publiques et puis peut-être un peu au-delà, on a appris ce matin que la prochaine Assemblée générale d'Air France devrait voter l'attribution de 400 000 euros à Henri Gourgeon, qui est l'ancien directeur général, qui est parti au mois d'octobre dernier. Apparemment, ça choque les syndicats. Est-ce que vous êtes choqué? Moi, je suis en tout cas choqué à l'idée que dans une entreprise où on nous annonce qu'il y a des sureffectifs et qu'il va falloir peut-être opérer des ajustements, la principale préoccupation de la direction serait d'augmenter un ancien dirigeant et de lui attribuer une espèce de prime. Non, je crois qu'aujourd'hui, Air France, la grande préoccupation, c'est d'abord qu'il y ait un dialogue avec les organisations syndicales qui sont particulièrement responsables pour que, en aucun cas, il n'y ait de licenciement, il n'y ait de départ volontaire et que l'entreprise soit soutenue dans cette période. C'est bien notre intention et l'intention du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement pourrait agir dans ce cas de figure? Vous le savez, là où le gouvernement en a les moyens, dans les entreprises publiques, il sera instauré un plafonnement de 1 à 20 pour la rémunération des plus hauts salaires comparé à la rémunération des plus bas salaires. Et à Air France, l'État est actionnaire et donc il agira pour réduire les écarts de rémunération. Est-ce que la guerre qui est en train de se déclencher entre François Fillon et Jean-François Copé, finalement, n'est pas une guerre qui vous arrange dans le contexte des législatives d'aujourd'hui? En tout cas, vous avez vu dans quel état est aujourd'hui l'UMP. On en est au stade où Juppé est obligé de se mettre en situation d'une sorte de casque bleu qui intervient au milieu de cette guerre des chefs. À la une du Figaro. Oui, on voit aujourd'hui les pires épisodes d'un feuilleton de télé-réalité. Avec la déchirure en public entre M. Fillon et M. Copé. En fait, ils se trompent d'élection. Ils sont déjà dans une espèce de primaire sauvage pour 2017, alors que nous sommes dans l'élection législative. D'ailleurs, ils prétendent à imposer une cohabitation à la tête de l'État. Ils sont même pas capables de supporter leur propre cohabitation au sein de l'UMP. Non, je crois qu'aujourd'hui, on a une UMP qui a été décapitée par la défaite de Nicolas Sarkozy, qui n'est plus en état de gouverner, qui n'est plus en état de se préoccuper de la situation des Français. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'invite les Français à ne pas se démobiliser, à donner à François Hollande la force législative dont il a besoin dans la prochaine Assemblée, à lui donner une majorité large, nette, solide, pour mettre en œuvre les engagements du 6 mai, les engagements pour lesquels les Français
ont voté au moment de l'élection présidentielle. Et à ne pas se démobiliser en se laissant endormir par une UMP qui en fait est préoccupée par ses propres affaires, mais qui voudrait d'une certaine façon, on le voit avec la campagne très agressive de M. Copé, nier leur vote du 6 mai, qui voudrait essayer de passer par-dessus ce choix des Français d'un vrai changement et subrepticement peut-être espérer récupérer la majorité. Est-ce que le tandem Martine Aubry, toujours première secrétaire du PS, et Jean-Marc Ayrault pour cette campagne législative, est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'on est dans dans la bonne entente, très cordiale? Il n'y a pas de souci, tout va bien? Vous l'avez vu, Martine Aubry, elle est totalement dans la campagne des élections législatives, aux côtés de Jean-Marc Ayrault, qui est le chef de la majorité. Martine Aubry mobilise le Parti socialiste, et moi je suis totalement engagé à ses côtés pour que dans toutes les circonscriptions, nos candidats puissent l'emporter et que nous puissions encore une fois donner à François Hollande et au gouvernement conduit par Jean-Marc Ayrault les moyens de mettre en œuvre son action. D'ores et déjà, les engagements qui peuvent être mis en œuvre par voie de décret, par l'action du gouvernement, sur la retraite à 60 ans pour ceux qui ont des carrières longues et qui ont déjà leur durée de cotisation, sur l'allocation de rentrée scolaire qui sera augmentée, sur le coup de pouce au SMIC, sur les premières mesures d'aide au logement des jeunes, par exemple. Toutes ces mesures, elles vont l'être dans les jours et dans les semaines qui viennent. C'est le respect des engagements de campagne. Mais évidemment, nous avons besoin que le Parti socialiste soit totalement mobilisé pour qu'il y ait demain cette majorité qui permette de mettre en œuvre pendant 5 ans. Comment vous voyez la gouvernance du PS, je dirais, dans quelques mois? Est-ce que ça va être donc comme cela existe aujourd'hui jusqu'au prochain congrès? Si j'ai envie de vous demander, mais et après? Est-ce que vous êtes directement concerné? Moi, je ne l'ai jamais caché, je vous le redis, oui, je suis disponible pour les militants socialistes pour prendre la suite de Martine Aubry à l'issue de son mandat, au moment de notre congrès. Je partage d'ailleurs totalement sa vision de ce que doit être le Parti socialiste dans la période qui vient, à la fois totalement au service de la réussite du quinquennat de François Hollande, en soutien à la politique du gouvernement, mais aussi un trait d'union entre la société et le gouvernement, un parti qui est ouvert sur la société, qui continue à l'analyser, qui fait venir de nouvelles générations, qui prépare une relève, qui anticipe sur les attentes de nouvelles réformes et qui est un parti où doivent bouillonner les idées, les propositions, les engagements. Pour revenir au gouvernement et à son action, il y a eu des critiques contre Christiane Taubira, contre Arnaud Montebourg, mais on voit un sondage ce matin avec Gilles de BVA qui montre que 41% des Français pensent que le nouvel exécutif fera mieux que l'ancien. 41% au tout début, c'est loin d'être l'état de grâce quand même. Mais on savait que dans la situation très difficile du pays, il n'y aurait pas d'état de grâce. Même si je vois que les premiers sondages sur la confiance à l'égard de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault en tant que Premier ministre sont très positifs, puisque je crois que l'un et l'autre sont 56 ou 58% de confiance des Français. Et puis en même temps, c'est pas colossal pour un début de mandat. Oui, mais ce sont finalement les scores que d'habitude on considère comme des états de grâce. Ça veut dire que bien au-delà de ceux qui ont simplement voté, il y a une confiance, il y a une volonté. Il y a d'abord une image, on l'a évoqué tout à l'heure, qui a été donnée par le président de la République, par le Premier ministre, d'être dans l'action, d'être au service des Français, de mettre en œuvre, avec les moyens dont ils disposent aujourd'hui, même s'il n'y a pas encore de majorité à l'Assemblée nationale, les engagements de la campagne. Et puis, il y a, c'est vrai, vous le dites, 40%, au fond, c'est encore un regard de Français qui demandent à ce que soient confirmés leurs sentiments. Donc je crois que c'est un peu naturel. On a eu tellement de décalage pendant des années de présidence de Nicolas Sarkozy entre les discours et les actes, entre les engagements, les promesses, et puis ce qui se passait sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur l'emploi, qu'il est normal que les Français disent on va juger aux résultats, on va juger aux actes. Eh bien, c'est pour ça que nous leur disons aussi, donnez les moyens à François Hollande de mettre en œuvre ses engagements. Alors justement, est-ce que vous fixez un objectif pour les législatives? Vous préféreriez gagner tout seul sans vos alliés, ou qu'est-ce qui serait le mieux? Notre objectif, c'est qu'il y ait une large majorité forte, nette, des députés de la majorité présidentielle, c'est-à-dire dans leur diversité. Pour répondre brièvement, parce qu'on est très en retard. Oui, pardon. Qui veulent que les 60 engagements de François Hollande puissent être réalisés dans ce quinquennat. Merci Gilles, pardon d'avoir suggéré une réponse courte, mais nous avons déjà débordé. Bonne journée à vous, Harlem Désir, merci d'être venu sur nos deux antennes. Gilles, on se retrouve évidemment au début de la semaine prochaine.